alors que Hubble était plutôt le personnage flamboyant qui essayait d'imposer ses vues à la communauté. Donc, le fait que la plupart aient des vitesses positives et très élevées, mais qu'Andromède soit en train de se rapprocher de nous, était un véritable paradoxe. Et il va falloir attendre ce que s'appelle la révolution d'octobre de 1923. C'est la date peut-être la plus importante de l'histoire de l'astrophysique au XXe siècle, le 6 octobre 1923. Hubble est en train de prendre des images de la galaxie d'Andromède pour justement trouver des novas. Et il trouve effectivement deux novas qui est en train de suivre depuis les semaines précédentes, mais tout d'un coup, ici, il trouve une autre nova, mais il se rend compte, en cette date-là, qu'en fait, il se trouve une variable. Elle monte et elle descend. Et cette date-là est essentielle parce qu'il a trouvé que c'était une céphéide. Voici la plaque originale, tenue aux 2,5 mètres de Carnegie, et voici la courbe de lumière qu'il a pu établir dans son cahier de notes. Évidemment, ça, ce n'est pas une courbe de lumière de nova, ce n'est pas une décroissance, c'est une variable périodique, et en fait, la forme est celle d'une céphéide. Donc, la première céphéide détectée dans le 31 va tout de suite lui permettre de mesurer avec très bonne précision la distance d'Andromède. Pourquoi? Parce que Henrietta Leavitt, à Harvard, qui a une vie extrêmement tragique, ça sera aussi l'objet de notre conférence en soi, a établi, en mesurant les céphéides dans les nuages de Magellan, il y a une centaine qu'il a pu mesurer à l'œil, la relation entre la période de variabilité des céphéides et leur luminosité absolue. Et ici, c'est une régulation plus moderne. Plus la période est longue, plus elle est brillante. Et ici, on voit que les céphéides du grand nuage de Magellan et de la Voie lactée sont dans la même relation. Donc, en mesurant immédiatement la période d'une céphéide dans la nuage de Magellan, on obtient sa luminosité absolue, et donc par différence, on obtient la distance des nuages de Magellan, et donc d'Andromède. Et donc, le 6 octobre 1923, Hubble peut prétendre montrer que la galaxie, la nébuleuse Andromède, est une galaxie extra-galactique. Elle est en dehors de notre galaxie. C'est l'une des dates fondamentales, comme la fameuse éclipse du 19 mai 1819, où on vérifie la relativité d'Einstein. Alors, pour la petite histoire, cette céphéide, la première, la plus brillante de M31, a été réobservée par les amateurs de la HAVSO. Voici la carte qu'il faut utiliser pour faire les mesures différentielles de magnitude. Alors voici la photo initiale de Hubble, qui correspond à cette petite région-là d'Andromède. Et cette petite région-là, prise avec le télescope spatial, on va y revenir, montre la céphéide de Hubble. Mais encore une fois, Hubble avait besoin de cet énorme télescope pour faire la photométrie de cette étoile, mais maintenant, les amateurs nous pouvons faire ce genre de photométrie depuis nos télescopes. Il faut être assez persévérant parce que quand même c'est un champ très dense et l'étoile, même si elle est brillante, on a besoin de mesures CCD. Alors, je vais passer à des observations. On va sauter de 1923 à 1929 à l'année 2005 où j'étais pendant 3 ans au télescope Canada-France-Hawaï et je fais un programme clé qui s'appelait POM, une observation pixel par pixel de 31 avec la caméra Megacam. Et voici un zoom qu'on va faire d'un facteur 1000 pour vous montrer depuis un champ de 1 degré jusqu'à quelques secondes d'arc pour identifier des amas d'étoiles, pour identifier des céphéides, des binaires à éclipse, des microlentilles gravitationnelles. Et pour cela, je fais des pauses dans les bandes R, G et I. J'ai environ une trentaine à cinquantaine de nuits. Et ce n'est que maintenant que j'arrive finalement à exploiter cette richesse de données. Alors la qualité du CFHT est unique au monde. J'ai eu un sync moyen médian de 0,75 secondes d'arc. Et c'est en fait le meilleur site au sommet du Mauna Kea. Donc il y a maintenant, entre parenthèses, des velléités de fermer ce télescope, alors qu'il est dans le meilleur endroit au monde. Essayons de le transformer en autre télescope de 10 mètres dédié au suivi spectroscopique. Je referme la parenthèse parce qu'on est en crise budgétaire. Le fait, c'est qu'avec toutes ces étoiles-là, il s'agit de les classifier, de faire des courbes de lumière, et grâce à l'informatique, on peut le faire. Mais avant de passer aux courbes de lumière de toutes ces étoiles, une propriété très intéressante qui a été découverte par le sondage Sloan, par les Américains d'Arizona, un petit télescope qui a regardé tout le ciel en plusieurs bandes photométriques et pris 1 million de redshifts de galaxies pour comprendre la structure à grande échelle de l'univers.
Et l'une des découvertes incidentes était que les galaxies en fait se divisent en deux paquets. Ici vous voyez U-R, donc la magnitude dans la bande U, la magnitude moins R, en fonction de la quantité totale en étoiles, masse en étoiles. Les galaxies se divisent en deux paquets, donc un grand paquet de galaxies rouges, donc U-R très élevé, et un deuxième paquet de galaxies plutôt bleues, U-R de l'ordre de 1,6, qui ont en général un peu moins d'étoiles, 10 puissance 10 étoiles en masse solaire, alors que les galaxies rouges sont un peu plus massives, à facteur 2, en moyenne plus grande. Mais curieusement, la Voie lactée se trouve dans cette bande-là. Évidemment, on ne connaît pas la couleur de la Voie lactée, puisque nous sommes dedans. Donc faire le calcul de quelle est la luminosité de notre galaxie et de sa couleur est quelque chose d'assez compliqué. En revanche, M31, c'est beaucoup plus facile, et il se trouve qu'il ne se trouve ni dans le pic le plus nombreux de galaxies rouges, ni dans le pic bleu, il se trouve dans ce qu'on appelle la vallée verte. Comment ça se fait que M31, qui devrait être une galaxie de disque typique, se trouve dans la vallée et non pas dans les pics? Bon. Alors, on a utilisé nos diagrammes couleur-magnitude pris au CFHT, donc on met ici les couleurs, U-G, G-R, en fonction de la magnitude, R ou G. Et comme vous le savez, ces diagrammes couleur-magnitude nous permettent de savoir que, par exemple, dans cette région-là, ce sont uniquement des étoiles très très jeunes qui se sont formées environ il y a 10 millions d'années. En revanche, si on regarde cette région-ci du diagramme couleur-magnitude, ce sont des étoiles d'âge intermédiaire qui se sont formées environ il y a 100 millions d'années. Et dans ce diagramme G-R face à R, si on prend cette partie-là, ce sont des étoiles AGB de la branche asymptotique des géantes, ou qui sont en train de consommer de l'hélium dans le cœur, et qui ont des âges compris entre 60 et 200 millions d'années. Donc en identifiant les étoiles dans le diagramme couleur-magnitude et en regardant où elles se trouvent spatialement, on va pouvoir reconstruire l'histoire de formation stellaire de la galaxie. Donc voilà les étoiles les plus jeunes, et on voit celles qui ont 10 millions d'années, qu'ils tracent essentiellement les bras spiraux. Justement là où on a vu dans les images d'Herschel, la quantité de poussière est très importante. En revanche, les étoiles d'âge intermédiaire se retrouvent dans tout le disque et non pas seulement dans les bras. Donc cela nous dit qu'il y a eu un épisode de formation stellaire très récent qui a donné lieu à ces étoiles-là. Donc il y a quelque chose comme 10 millions d'années. On peut regarder les étoiles. Donc là, ce que je fais, c'est déprojeter. On connaît l'inclinaison d'M31 sur le plan du ciel, donc on peut déprojeter et regarder comme si on était en train de regarder la galaxie de face. Et on voit très bien la distribution en bras spiraux, alors que les étoiles d'âge intermédiaire sont un peu partout. Bon, ça, les trous, c'est évidemment les gaps qu'il y a entre les CCD. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour les étoiles entre 60 et 200 millions d'années, il y a une très forte asymétrie entre la partie nord, où on voit un excès de ces étoiles-là, par rapport à la partie sud, où il y a un manque. En plus, il y a un manque, évidemment, dans les bras spiraux. Donc, qu'est-ce qui a pu provoquer qu'il y ait un excès de ces étoiles d'environ 150 millions d'années par rapport à cette partie-là? C'est certainement ce genre de contrainte que l'on veut pour les simulations d'interaction de galaxies que l'on va voir dans un instant. Donc, ce diagramme est un peu compliqué, mais c'est l'âge de regard en arrière, ou le redshift. Donc redshift 0, parce que c'est 1 plus z, c'est maintenant, et redshift 1, c'est environ il y a 8 milliards d'années. Ici, on regarde la quantité de masse froid dans les galaxies du pic rouge, donc cette évolution-là. Ils ont un maximum de gaz froid qui va former des étoiles à environ 8 milliards d'années, et ils vont consommer tellement vite ce gaz que maintenant, il n'y a presque plus, et donc il n'y a plus de formation d'étoiles. Les galaxies elliptiques ne forment à peine d'étoiles. En revanche, les galaxies qui se trouvent dans le pic bleu, elles continuent, on ne comprend pas encore tout à fait les détails, continuent d'accréter donc du masse froid, et donc ils ont de plus en plus d'étoiles, et donc il y a une formation récente d'étoiles. La formation d'étoiles, c'est donc des étoiles massives, donc bleues, la couleur bleue de ce pic. En revanche, les galaxies qui se trouvent dans cette vallée verte, elles ont une histoire d'accrétion de ce gaz froid qui a un maximum environ il y a 5 milliards d'années, et pour une raison que l'on ne comprend pas très bien, une décroissance un peu pour limiter les galaxies rouges. Donc nous pensons que la raison de cette décroissance de la formation d'étoiles dans la galaxie d'Andromède est due aux interactions de ces satellites. Nous avons M32, nous avons NGC 205 qui sont passés, qui ont probablement produit cette interaction très récente pour former l'anneau à 10 millions d'années, mais aussi a fait que beaucoup de ce gaz froid qui aurait pu donner des étoiles a été balayé, et donc la formation d'étoiles s'est arrêtée. Mais il faut donc maintenant reconstruire l'orbite de ces galaxies-là pour voir quand est-ce qu'ils ont vraiment interagi avec le disque de la galaxie.
Donc ça, c'est un peu pour la physique de la formation d'étoiles. Je pourrais parler de l'association avec les poussières, mais ce serait vraiment une autre conférence en soi. Là, je vais parler de la distance de l'échelle cosmologique. Comme vous savez, les distances en cosmologie sont très difficiles à mesurer. Et donc, on utilise des indicateurs de distance plutôt que de distance directe. En effet, on ne peut pas mesurer géométriquement, par parallaxe, les objets qui se trouvent si loin. On a des mesures jusqu'à environ quelques kiloparsecs, des amas globulaires et autres, RR, quelques céphéides dans des amas, mais la voie royale pour arriver à l'échelle de distance cosmologique et donc la constante de Hubble, c'est passer par la céphéide des nuages de Magellan. Et donc on peut relier ceci aux céphéides des galaxies du groupe local et les relier aux supernovas de type 1A, qui nous permet de mesurer les distances à des récifs beaucoup plus élevés, et en particulier aussi de mesurer l'accélération dans l'expansion de l'univers. Mais cette chaîne